Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e live My Sweet Imo, 12e conversation dans votre salon, conversation dans mon salon, dans votre salon et dans le bureau de Sophie Richard. Bonjour Sophie. Bonjour Ariane. Tu vas nous parler un peu du positionnement singulier de ton agence, de ton réseau immobilier. Sophie, tu es basée au Sable d'Olonne. Tout à fait. Là, on n'est pas dans mon salon de chez moi, on est dans mon chez moi professionnel, dans mon salon d'accueil au Sable d'Olonne. L'agence Pilote est située au Sable d'Olonne. Et puis, je suis dans le deuxième local, l'agence Pilote, l'agence Viagimo des Sables d'Olonne qui fait de la transaction viagère sur le secteur de la Vendée. Donc, tu es la spécialiste du viager. Et alors, Sophie, je disais donc 12e conversation de salon et enfin la première femme invitée à cette émission. Bravo! Ça fait du bien aussi. Non pas, j'aime beaucoup les interviews avec les hommes, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de femmes encore dans ces interviews-là. Donc, je suis ravie de la partager avec toi, Ariane. Bon, ben, c'est super. Donc, tu es confinée au Sable d'Olonne. Ta vie professionnelle, elle rayonne donc à partir de là-bas. Comment ça s'est passé pour toi, le confinement? Le confinement, comment ça s'est passé? Alors déjà, avant l'annonce du confinement, moi j'ai d'abord eu la première décision du président de la République qui nous a annoncé la fermeture des écoles. Donc j'étais avec mon conjoint sur notre canapé avec mes deux enfants. J'ai un petit Gabin qui a eu 5 ans il y a une semaine et puis Joy qui va avoir 13 ans. Et là, quand il a annoncé la fermeture des écoles, là je me suis dit, oh mon Dieu, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, ça a été vraiment voilà, le premier pied dans cette période très particulière, un peu hors temps du confinement. Et juste après, parce que c'était déjà organisé, j'ai rejoint un groupe de copines pour fêter les 41 ans d'une de mes meilleures amies dans un spa urbain. Donc, autant dire qu'il n'y avait pas encore les règles obligatoires sanitaires avec 1 mètre de distance parce qu'à 10 dans un hammam, on n'était pas vraiment dans le cadre. Voilà. Et donc, on l'a su après qu'il y avait un confinement. Donc, j'étais déjà chez moi au Sable d'Olonne. J'habite à 5 minutes de mes agences. Donc, c'est vraiment très confortable. Donc là, changement mis en place, créer des process pour les collaborateurs, accès aux serveurs, mettre les adresses mail sur les portables de chacune, transfert des dossiers. Parce qu'on ne savait pas où on allait, comme tout le monde. Donc, on s'est adapté. On s'est adapté et puis comme j'ai déjà pu te le dire, Ariane, l'adaptation a ses vertus aussi. On sort de sa zone de confort, ça nous bouscule un petit peu et ce sont, j'en suis certaine, des points d'apprentissage. Donc, adaptation. Adaptation, souplesse, agilité, créativité. Comment ça se passe une journée de confinement pour Sophie Richard au Sable d'Olonne en ce moment? Écoute, assez proactive, assez particulier. C'est une période très particulière. Alors déjà, mon réveil sonne à 7 heures le matin en semaine. Mon premier réflexe, c'est d'éteindre une première fois mon réveil qui se réenclenche 5 minutes après. Je le réteins, il se réenclenche et je finis par me lever parce que le matin, c'est là où je suis la plus productive. Donc, je viens à mon agence. J'essaye de travailler de 8h, 8h30 du matin jusqu'à 13h, 13h30. Mon conjoint, qui a également une agence immobilière, m'aide beaucoup parce qu'il garde les enfants. Qui se je m'entends en écho. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est réglé, Ariane. C'est réglé. Ouf. Donc, du coup, la journée type productive le matin où je viens travailler à l'agence parce que l'une de mes bêtes noires du confinement, c'est le débit Internet. Autant j'ai la chance de vivre dans une belle maison assez grande avec un jardin, mais par contre, question débit Internet, on est entre 500 et 600 mégaoctets. Donc, je te laisse imaginer, pour se connecter à un serveur, télécharger des documents, faire des visioconférences, on oublie. Donc, je suis obligée de venir travailler à l'agence. Et puis après, voilà, j'essaye d'alterner un petit peu avec mon conjoint pour les après-midi. Donc, entre la gestion des enfants, c'est pas simple, hein, cette répartition du temps. Pour beaucoup d'entre nous,
être à la fois présente pour être avec ses enfants, les devoirs, l'entretien de la maison, et puis assurer son devoir au niveau, parce que j'ai à la fois la casquette de viagériste au sein de l'Agence des Sables, mais également de fondatrice du réseau. Donc, du coup, alors justement, on va parler de ta casquette de viagériste. Ça veut dire quoi, viagériste? Viagériste, c'est l'expert qui va faire de la transaction viagère. Donc, ça veut dire qu'on va il faut être éligible à la carte professionnelle. On est agent immobilier, donc on exerce avec une carte T. Et on va faire une entremise immobilière entre un acquéreur, qu'on appellera un débit rentier, et un acquéreur, qu'on appellera un crédit rentier. Donc, c'est de faire de la transaction viagère. D'accord. Écoute, j'ai perdu le retour, mais j'imagine que tout va bien. Moi, je t'entends super bien, en tout cas. Mais c'est pas grave. Voilà, j'aurais peut-être du mal à prendre des questions, on verra un peu plus tard. Donc, viagérier, c'est un agent immobilier qui s'occupe de viager. En même temps, le nom, ça s'explique, ça se comprend très facilement. Tu as créé ton réseau d'agences spécialisées dans le viager il y a quelques années. Tu es une entrepreneuse très successful, qui a remporté plein de prix d'entrepreneuriat de franchise. Comment l'idée t'est venue? Tu peux nous raconter un petit peu Alors, écoute, moi, j'ai eu un parcours à la base de droit. Donc, j'ai fait des études juridiques. Je me dirigeais pas forcément même pas du tout dans l'immobilier, parce qu'à la base, je suis pénaliste et sciences criminelles, donc rien à voir. J'ai eu la chance d'être recrutée dans une agence départementale d'information sur le logement, donc en Vendée. Les ADIL renseignent les particuliers, les collectivités locales, les professionnels de l'immobilier sur toutes les questions sur l'immobilier. Donc, j'y ai travaillé pendant 10 ans à DIL. D'informations sur le logement. Sur le logement, c'est ça. Donc, j'ai pu conseiller pendant une dizaine d'années en qualité de juriste, spécialisée en droit immobilier. J'ai beaucoup appris. J'ai eu le contact client, le contact avec les professionnels, le contact avec les collectivités. Et puis, au bout de 10 ans, envie de changer. Voilà, donc j'ai démissionné et puis j'ai rejoint mon conjoint qui avait déjà son agence immobilière qui faisait de la transaction traditionnelle. J'ai développé un portefeuille de gestion locative. Donc, il m'a appris un peu les rouages de l'immobilier. J'ai fait comme tout agent immobilier doit faire à ses débuts. C'est pas parce qu'on a fait du droit immobilier qu'on est compétent en tant qu'agent immobilier. Donc, j'ai fait mes gammes. J'ai été découvrir mes quartiers et puis voilà, j'ai appris ce métier. J'ai eu la chance de me spécialiser dans la vente en viager et puis j'ai tout de suite adoré ce dispositif. Et là, j'ai opté pour suivre mon intuition, m'engager pleinement. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça avant tout, c'est savoir s'engager pleinement et avec conviction. Et le marché du viager était, à mon sens, un marché en devenir. C'est un métier qui est humainement très riche et intellectuellement très riche. Donc, à tous ces égards-là, je me suis investie pleinement dans cette transaction. J'ai décidé de ne faire que ça, de me spécialiser. Et le jour où je me suis spécialisée, beaucoup m'ont dit mais t'es folle, jamais tu vivras, faire que de la transaction en viager. Voilà, donc j'ai décidé quand même d'écouter mon intuition. Je l'ai fait. J'ai triplé mon chiffre d'affaires dans l'année, l'année où je l'ai fait. Donc voilà, j'ai exercé ce métier-là et puis au bout de quelques temps, je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de franchise en viager, en commerce organisé vraiment déployé. Il y avait déjà quelques viagéristes, mais avec quelques antennes, mais pas comme on peut avoir des belles enseignes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais Orpi, Century 21, Guilloquet, Stéphane Plaza, bon, voilà, toutes ces agences-là. En viager, il n'y avait pas. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Et puis, fin 2017, je me suis lancée et j'ai lancé officiellement le réseau Viagimo. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Alors, revenons à un petit questionnaire de confinement. Donc, ça s'articule entre la maison, les enfants, les collaborateurs, les visios et ton agence immobilière. Est-ce que tu as une anecdote de confinement à nous raconter? Les anecdotes, il y en aurait plein. Celle du hammam pré-confinement. Après, c'est ça. Alors déjà, voilà, j'ai déjà une bonne note de fin avant le confinement d'avoir partagé un moment entre copines dans un spa urbain, donc c'était très sympa. Dans les anecdotes, écoute, je crois que j'ai jamais fait autant de loups touche-touche. Je sais pas si tu connais, mais
de loup touche-touche. Donc, je fais mon sport avec les enfants. Donc, on a l'habitude en fin de journée, en plus, on a de la chance, il fait très beau, on habite près de la mer. On va se promener avec les enfants parce qu'on a besoin de s'aérer, donc trottinette, vélo, ou de temps en temps, j'essaye de courir, mais pas assez à mon goût. Et puis, les enfants, Gabin qui a 5 ans, adore faire un loup touche-touche. Et si ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, Ariane, c'est très sportif. Donc, ça serait mon anecdote, finalement, tu vois. J'en ai jamais autant fait, et puis on s'amuse bien. Voilà, c'est sympa. Une belle complicité. Est-ce que vous êtes anxieux dans la famille Richard? Vous êtes masqué, ganté, vous respectez les consignes, mais un peu plus ou un peu moins? Alors anxieux, non, on ne l'est pas particulièrement. Après, on a toujours été assez vigilants, voilà, à respecter des règles sanitaires de bon sens, hors Covid. On sort bien entendu masqué. C'est très important pour se protéger, soit protéger ses enfants et protéger les autres surtout. Et puis, on se lave régulièrement les mains, mais comme on l'a toujours fait, finalement. Donc, pas si anxieux que ça, non. Et Sophie, est-ce que tu as la sensation que tes journées sont plus remplies qu'avant? Est-ce que tu travailles plus? Comment tu vis ça? Écoute, je pense que je travaille tout autant. Je travaille différemment. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration parce qu'on a envie d'être à 100% ou 200, 300% partout et puis on ne peut pas. On travaille différemment ou je pense que pendant ce confinement, on développe une compréhension de soi et des autres comme jamais et en accéléré. Tu développes beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, tu es beaucoup plus à l'écoute et en même temps dans la production. Et c'est vrai que d'être à la fois, comme je disais, sur la gestion de mes dossiers de vente au niveau de l'Agence des Sables et à la fois faire du management de réseau, passer du temps avec mes agences en visioconférence, en les appelant pour avoir un lien beaucoup plus personnel, demande beaucoup plus de temps, mais finalement, ça renforce un lien de consolidation. Et c'est, de toute façon, voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais je pense que je travaille tout autant différemment. Donc, si je te demande où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps en ce moment, c'est là, voilà. C'est là, voilà. C'est tu as le temps de lire, Sophie? Écoute, je m'intéresse à ce que disent beaucoup mes confrères de l'immobilier sur les réseaux sociaux. Le temps de lire, à part dans mon métier, j'ai toujours lu le soir, même quand je me couche à 1h du matin, j'ai besoin de lire quelques pages. En ce moment, écoute, j'ai fini il y a une semaine un livre qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire, parce que j'ai fêté mes 40 ans il n'y a pas très longtemps. Je n'aurais peut-être pas acheté moi-même ce livre, même si j'avais vu des critiques intéressantes. Et finalement, c'est un super bon bouquin, je te le conseille. C'est le livre de Michelle Obama. Et c'est une femme avec un parcours remarquable. Et elle se présenterait aux prochaines élections. Je pense qu'elle aurait ses chances, cette candidate. Donc, un bon livre. C'est ton livre de confinement. C'est ça, c'est mon livre de confinement. Est-ce que tu cuisines beaucoup? Oui. Alors, je ne cuisinais plus par manque de temps ou parce que je ne prenais plus le temps de le faire. Et c'est vrai que mon amie me disait ça justement, qu'elle était contente de me revoir cuisiner. J'ai repris le temps de le faire pour partager des petits plats avec ma famille. En ce moment, je suis à fond gambas parce qu'il fait très beau. Donc, gambas avec du lait de coco, des zestes de citron vert. Voilà, donc plutôt parfumé. Et puis, je pense avoir trouvé la bonne recette. J'ai fait pas mal d'essais du sorbet citron basilic. Donc, si tu as l'occasion de venir au Sable, écoute, je t'en ferai déguster. Déguster tout ça très vite. Un air de printemps, un air d'été même plutôt. Un air d'été, mais ici, il a fait très beau et il fait très beau encore aujourd'hui. Tu regardes la télé, des séries? Je suis pas très série. J'ai jamais été très série. J'aime pas trop tout ce qui est addictif, mais puis j'ai pas le temps surtout. Écoute, le dernier film que j'ai vu, c'est pas plus tard que dimanche. C'était alors le titre, je crois que c'est Tous en scène.
C'est un dessin animé en fait que j'ai regardé avec mes enfants et mon conjoint sur le canapé. Et puis c'était très sympa. Ça permet de débrayer un petit peu le cerveau qui tourne peut-être trop et puis de passer un petit moment de complicité et de rire avec les enfants. Donc c'était mon dernier film de confinement. Et tu es accro aux infos Covid toute la journée? Ah non, oh là là. Non, non, non. Moins il y a de télé à la maison, mieux je me porte. Je préfère faire l'action d'aller chercher l'information qui m'intéresse, mais non, j'aime pas déjà les bruits de fond de télé qui, voilà, j'ai pas besoin de cette présence pour me sentir bien chez moi, donc et puis c'est vite anxiogène, alors donc il faut rester à l'écoute, faut se renseigner, mais faut prendre voilà beaucoup de prudence et puis et pas être voilà, pas être dans ce registre-là. Alors, je vais essayer de trouver un moment pour me reconnecter, voir vos questions. Mais dis-nous, alors la question va être peut-être un peu déplacée, mais je ne peux pas ne pas la poser. Est-ce qu'avec cette actualité sanitaire, il y a une demande plus forte pour le viager? Est-ce que tu sens quelque chose, un élan? Alors, c'est pas du tout une question déplacée, et puis c'est une très bonne question, Ariane, parce qu'elle est vraiment d'actualité. Il y a plusieurs sujets en fait sur cette question. J'étais déjà profondément convaincue du dispositif viager parce que pour moi il n'y a pas de tabou. Il y a beaucoup d'idées reçues qui ont la peau dure, mais c'est un beau challenge aussi que je me suis fait et les membres du réseau qui m'ont rejoint, qui relèvent ce défi-là aussi, de démocratiser et de moderniser l'image du viager et d'expliquer enfin ce qu'est la réalité du viager. Donc, avant le confinement, on avait déjà un attrait qualifié pour le viager, sinon je ne me serais pas lancée dans un réseau de franchise. Mais c'est vrai que depuis, et puis c'est aussi mon constat personnel qui a été appuyé par les différentes demandes que j'ai pu avoir en accéléré depuis 3-4 semaines maintenant, j'ai à la fois des seniors qui sont une population plus fragilisée. Et comme population plus fragilisée, elles ont besoin en toute et toutes cette population. Oui, c'est un client justement. Et comme toutes ces populations qui sont plus fragilisées, elles ont besoin d'être sécurisées. Et qui dit sécurisé, j'ai peut-être que aller dans des hébergements collectifs comme des maisons de retraite, c'est peut-être plus au goût du jour. Et j'ai eu notamment, pas plus tard que hier en fin d'après-midi, une fille qui m'appelait pour le dossier de sa maman en me demandant voilà, des solutions, comment faire pour sécuriser ses parents parce qu'elle ne voulait pas qu'ils partent en maison de retraite et qu'ils avaient besoin d'un maintien à domicile. Donc le viager, sans rentrer dans les détails, le viager permet d'obtenir des revenus complémentaires, de rendre mobile l'argent qui est enfermé dans ce capital immobilier. Ces vendeurs, ces crédits rentiers disposent d'une richesse qui est malheureusement immobilisée. Donc l'objectif du viager, c'est de rendre mobile cet argent en revenus complémentaires pour assurer un maintien à domicile. Et puis, j'ai aussi des acquéreurs qui, malheureusement, pour certains, avaient des placements en bourse. Et on connaît la trop forte, trop grande volatilité des marchés boursiers et qui a connu des pertes fracassantes. Et qui se disent, ils étaient déjà convaincus de l'immobilier, ça reste une valeur tangible, sécure pour beaucoup d'entre nous, une valeur refuge, et acheter de l'immobilier des côtés, c'est le viager. Donc, on investit son argent sans mise de fonds initiale importante, sans recours nécessairement au prêt, et on entend parler que les taux de crédit vont certainement remonter, donc le viager est aussi un moyen d'accéder à la propriété. Si tu veux, je pourrais y revenir. Donc, ces investisseurs se disent, bon, je veux plus, j'ai perdu beaucoup d'argent, je veux placer mon argent, mes économies, dans un placement immobilier sécurisé, un rythme progressif dans le temps, avec des frais de notaire réduits, avec une pression fiscale atténuée, parce que pas de revenus fonciers, au titre de l'IFI, c'est beaucoup plus accessible. Et ils se disent, et le viager, parlons-en. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes et pas pour ces raisons, on pourrait dire morbides ou autres. Alors, tu peux rire de plein de choses, mais je pense que le sujet n'est pas là finalement. C'est beaucoup plus décomplexé qu'on ne le pense finalement, le viager. Donc, c'est une solution ancienne,
mais qui, à mon sens, est très, très actuel. Dont l'image a beaucoup bougé ces dernières années. Ça y est, j'ai réussi à me connecter, tout va bien. Bonjour Oli, bonjour Valérie. Comment fait-on pour trouver des maisons en vente en viager? Et j'ai une deuxième question, où trouve-t-on des maisons en vente en viager? Ah, ben partout en France, Valérie. Tout le monde. Partout en France. J'ai envie de répondre que tout le monde est concerné par le viager. Tout le territoire français est concerné. La problématique du financement de la dépendance, on l'a partout. La problématique de l'accession à la propriété qui est jugée de plus en plus difficile par les Français, on l'a partout. Après, côté acquéreur, il faut se poser les bonnes questions, essayer de comprendre pourquoi on veut investir, quels sont les objectifs et surtout quel est le panier, quelles sont les conditions financières pour investir en viager. Est-ce que c'est pour y finir ces vieux jours au moment de la retraite ou est-ce que c'est pour faire un investissement, comme on l'a vu dans la pierre, à un prix réduit, progressivement dans le temps? Donc, en fonction de ces critères-là, on pourra, le viagériste en tout cas, compétent, pourra écouter et rediriger et adapter la meilleure solution à la situation patrimoniale et financière, bien entendu, de l'acquéreur. Donc, on peut en trouver dans les grandes métropoles, à Paris, Lyon, Bordeaux, effectivement, où les prix au mètre carré s'envolent et puis un retour sur un investissement très tangible, tout comme sur les agglomérations de moins de 100 000 habitants, mais qui ont une attractivité et une pertinence avec une très belle rentabilité aussi. Donc, on en trouve sur tout le territoire. Mais comment on fait pour trouver des maisons? Eh bien, on va sur le site viagimo.fr et puis là, on fait son shopping. Voilà. Donc, vous trouverez toutes les bourses, tous les budgets, toutes les typologies de logements. Je veux un appartement. Donc, c'est assez intuitif. Vous verrez, le site est bien fait, assez coloré, avec plein d'informations. Vous pouvez télécharger aussi un guide pratique du viager qui vous explique tout. Mais blague à part, vous pouvez vous placer votre curseur par rapport à vos conditions financières, par rapport à votre zone géographique, par rapport à votre typologie de logement. Et puis, on est pas mal d'agences immobilières maintenant via Gimo, donc vous avez une offre assez variée. Un maillage varié. Autre question, est-ce que j'ai le droit de proposer à mes parents de vendre leur maison viager pour pouvoir payer leur maison de retraite? Bien sûr, mais bien sûr. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai vraiment de plus en plus de familles parce que, en tant qu'enfant, en tout cas pour ce qui nous concerne, on veut tous la sérénité, la sécurité financière de ses parents. Nos parents ont travaillé, économisé toute leur vie pour injecter leur épargne, leur économie dans leur maison. Ça reste la maison de famille, ils y sont attachés, ils y sont bien, ils n'ont pas besoin de partir en maison de retraite, mais le niveau de vie auquel ils étaient habitués est largement réduit à la retraite et ils doivent trouver des solutions complémentaires. Et des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. On peut mettre en vente en viager et apporter le dossier de leurs parents pour qu'on conseille l'ensemble de la famille sur la meilleure solution à adopter. Donc, la réponse est oui. Oui. Comment les parents réagissent en général dans les anecdotes ou les cas que tu as pu suivre? Alors, écoute, on a notamment cette idée reçue, ce cliché que le viager est fait pour déshériter ses enfants. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas attendu le viager pour le faire, parce que si on veut déshériter vraiment un enfant, on peut vendre le logement familial, manger tout l'argent de ce capital immobilier et puis laisser même des dettes à la succession. Donc, on n'a pas besoin de viager si on veut vraiment déshériter un enfant. Et au contraire, j'ai plutôt des vendeurs qui veulent aider leurs enfants de leur vivant et leurs petits-enfants. J'ai eu le cas notamment de parents qui ont aidé leur fille qui était en situation monoparentale, qui élevait seule ses enfants, qui était en train de faire construire et qui avait 40-45 ans. Et il manquait un petit PQ pour financer la 3e chambre dont elle avait besoin. Et le bouquet, qui est une somme versée comptant au jour de la signature chez notaire, a servi à aider de son vivant sa fille. Ou alors, j'ai eu le cas d'un couple senior qui ont invité tout le monde à Noël à faire un voyage de tour du monde. J'ai eu des grands-parents qui ont financé le permis de conduire, des petits-fils qui ont aidé pour les études supérieures. Parce que c'est aujourd'hui, si on a besoin d'une aide de nos parents, c'est peut-être aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, qu'on en aurait le plus besoin, et pas au moment statistique d'un décès où nous serions nous-mêmes retraités et puis en attente de cet héritage-là.
Donc, accompagne tous les la question démographique qu'on est en train de vivre. C'est une réponse qui s'adapte tout à fait. au monde actuel. Tout à fait. C'est une solution. Pour moi, le Viager, c'est un produit retraite. Ça veut dire que tu vas mutualiser les intérêts de chacun dans un rapport gagnant-gagnant. Le calcul, le viagérisme, en tout cas, c'est l'éthique et l'ADN même des viagéristes de chez Viagimo. On est le professionnel et du vendeur et de l'acquéreur. Et on va, en tout cas, c'est notre objectif, sécuriser en tout temps le contrat pour veiller à l'équilibre des parties. Et ça, c'est fondamental. À partir du moment où c'est gagnant-gagnant, alors le viager est éthique et moral. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Autre question, est-ce qu'une maison de famille gérée en indivision peut être vendue en viager? Alors, oui. Oui et non. Enfin, en fait, il y a des garde-fous à mettre en place. Donc, une maison en indivision, on va souvent avoir le cas quand on parle d'indivision, c'est souvent quand on a, après, bon, il y a plusieurs hypothèses possibles, mais j'imagine que la personne parle de la nue propriété, de l'usufruit. Donc, c'est un démembrement de propriété. Et très souvent, les parents vont donner la nue propriété à leurs enfants pour éviter une donation. Donc là, il est possible de revendre la nue propriété, l'usufruit des parents. Après, il est possible de vendre la nue propriété et pas parce que l'usufruit, c'est pas naturellement. On est perdu. Bon, on est perdu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, tu as une maison et ta maison en droit, elle est divisée en deux, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Tu as une partie, une nue propriété, qui appartient aux enfants quand les parents veulent donner la nue propriété. Tu as l'autre partie qui est l'usufruit. Voilà. Donc, ça, c'est la règle juridique. Après, tu as la deuxième hypothèse par rapport à ta question. Quand tu as une indivision, l'indivision, elle peut concerner beaucoup de monde. Est-ce qu'il parle de monsieur et madame qui sont en indivision sur un bien? Est-ce que c'est deux sœurs qui sont en indivision sur un bien? Ou là, oui, c'est possible de vendre en viager avec les deux indivisaires qui sont des sœurs, par exemple. D'accord. Tu as une fratrie. Par exemple, tu as... familiale, ça, c'est possible en viager. Alors, tu vas pouvoir vendre ce qui appartient au seigneur, donc à la personne âgée. Tu n'arriveras jamais à vendre en viager un bien avec un vendeur qui a 45 ans ou qui a 50 ans. Donc, tu ne vendras pas la nue propriété d'un enfant qui a 40 ans. Enfin, ça ne se calcule pas. Tu vois, il faut rester dans cette logique que le vendeur est une personne âgée et qu'on peut vendre, oui, en indivision un bien. Il faut requérir l'autorisation de chaque indivisaire. Donc, chaque indivisaire signera le mandat de vente, mais il faut que ce soit dans le cadre juridique du viager. Ça veut dire que les indivisaires doivent être en âge de pouvoir vendre en viager. Donc, j'ai eu le cas notamment de deux sœurs qui avaient acheté en indivision un bien et qui vivaient toutes les deux. Et donc, on a vendu cette indivision en viager occupé traditionnel. C'est quoi le bon âge pour vendre en viager? Parce que tu viens de dire il faut que la personne soit en âge de vendre en viager. Alors, je pense que vendre à partir de 65 ans est tout à fait cohérent. Après, on va aussi, c'est encore une idée reçue, certains viennent me voir en disant je veux acheter absolument à quelqu'un qui a plus de 80 ans, 85 ans. Je demande pourquoi. Et souvent, les acquéreurs se trompent un petit peu de cible. Plus on va acheter jeune en tant qu'acquéreur, plus on peut acheter un vendeur qui est jeune. Et ça veut dire que le prix du viager sera beaucoup plus attractif financièrement, beaucoup plus accessible. Parce qu'il est raisonnable d'avoir un delta d'âge de 15 à 20 ans entre le vendeur et l'acquéreur. Donc, si tu achètes à 45 ans, tu peux très bien acheter à un vendeur qui a 65 ans et il y a une décote qui frôle les 60%. Décote d'occupation. Très intéressant. Dominique nous dit, mes voisins m'ont dit qu'ils ont vendu leur maison en viager libre. Ça veut dire quoi? Donc, il y a plein de questions. C'est bien. Alors, Dominique, si vos voisins ont vendu en viager libre leurs biens, c'est une très bonne chose. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien est vendu sans occupant, à la différence du viager occupé. Le viager libre sera très intéressant pour des acquéreurs notamment qui souhaitent accéder à la propriété. Tu vas avoir par exemple des personnes qui n'ont pas le profil type emprunteur.
parce qu'ils n'ont pas assez d'apport, parce qu'ils ont une situation professionnelle qui fait que leurs revenus globaux ne seront pas pris en compte par la banque, notamment des pourboires. Tu vois, garçons de café ou autres, ils ont beaucoup de pourboires, mais l'accession à la propriété via un emprunt est plus difficile. Ben, ces personnes-là vont pouvoir accéder à la propriété, devenir propriétaires de leur résidence principale via le viager libre, où tu n'as pas besoin d'avoir recours à l'emprunt. Donc, un viager libre, c'est un bien sans occupant. Ton vendeur te remet les clés au jour de la signature chez le notaire et toi, acquéreur, tu peux vivre dans ce logement-là. Et pour le vendeur, l'intérêt du viager libre, c'est de percevoir à vie, c'est d'avoir une assurance à vie de percevoir des revenus complémentaires pour notamment financer une maison de retraite qui avoisine les 3 000 € quand même par mois par personne. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Dominique nous pose aussi une question bonus. Qu'est-il beau en Vendée? Magnifique. Regardez-le, très beau au Sable d'Olonne. Il fait très beau et écoute, je t'aurais bien emmené parce que la mer, elle est juste là, juste à côté. Après, j'aurais pas le Wi-Fi, donc je te perdrais et je le ferai pas. Mais je t'enverrai une photo si tu veux en commentaire de la mer. D'accord? Je ferai ça. Au moment de se dire au revoir. On a parlé cuisine. Tiens, on a parlé de bonne résolution. Est-ce que tu as une résolution de confinement ou une devise de confinement? Une devise de confinement, écoute, ça serait lavez-vous les mains, prenez soin de vous et vous prendrez soin des autres comme ça. Voilà, ça serait ma devise. Qu'est-ce que ça va changer pour toi la semaine? Qu'est-ce qui change pour toi la semaine prochaine? Qu'est-ce qui change pour moi la semaine prochaine? Eh bien, écoute, c'est pas programmé du tout, mais comment ça se passe très clairement la semaine prochaine? Je crois que j'ai 8 ou 9 visites de programmées. Donc, tu vois, quand je te dis que oui, ça suscite un intérêt certain pour les acquéreurs et les vendeurs, ben, voilà. Mise en pratique, j'ai des visites qui sont programmées depuis quelques temps et on fait ça la semaine prochaine. Alors, on a mis en place, bien sûr, pour le réseau, un guide sanitaire avec des préconisations, donc un respect des gestes barrières. Donc, on ira en visite enfin, bien entendu, au préalable, on a l'accord des vendeurs, sinon on n'irait pas. On conseille aux vendeurs de ne pas être présents dans le logement pour la première visite. Les visites sont bien entendues, mais ça a toujours été le cas, même avant le confinement. Les acquéreurs sont vraiment sélectionnés en amont. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de curieux qui viennent visiter. Donc, ce sont vraiment des personnes très intéressées qui connaissent la mécanique du viager. Et puis, ces visites, on les fera avec des gants, avec des masques. Les acquéreurs ne toucheront pas, avec un véhicule séparé. Donc voilà, on met en place les précautions parce qu'on est justement avec un public très fragile. Et ça, je peux t'assurer que j'y veillerai, vraiment. Sophie, le marché immobilier, il est à l'arrêt depuis 2 mois. Comment tu vois la sortie? Est-ce que tu penses qu'au niveau des prix, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou... Oui, bien entendu, j'ai un avis. Après, j'appelle plus à la vigilance, à la précaution. Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison que les prix de l'immobilier baissent. Pour moi, il y a eu un marché qui a été mis sur pause. On a eu un arrêt brutal sur image de l'économie. Donc maintenant, moi, j'avais des dossiers. Hein, les notaires faisaient des signatures à distance. Donc mon activité, en tout cas pour ce qui concerne l'agence des salles, et puis je sais que les autres agences également, ont repris depuis quelques semaines un rythme de transaction, sans visite bien entendu. En tout cas, répondre aux questions, parce que les gens ont pris le temps aussi de s'intéresser aux viagers. On a eu beaucoup de téléchargements du guide pratique du viager, justement, depuis le site internet. Et les gens ont pris le temps de s'y intéresser et donc de formuler leurs questions. Maintenant, est-ce que les prix de l'immobilier, moi personnellement, je ne suis pas experte en marché. Maintenant, en toute objectivité, je ne comprendrai pas les raisons. Hormis effectivement des problématiques de si nos entreprises vont mal, s'il y a des licenciements, si les personnes ne peuvent plus accéder à la propriété à cause d'une précarité sociale. Donc là, oui, effectivement, il y aura un impact direct. Et ce seront des dommages importants. Et puis également que les taux d'intérêt remontent. Après, depuis le temps qu'on en parle, voilà. Mais après, à part ça, non, je pense que l'immobilier restera toujours la valeur tangible
et sécure pour beaucoup de Français. Alors maintenant, revenons sur la question là tout à l'heure. Disons que voilà, tu es la première femme à participer à ce rendez-vous sur 12 rendez-vous. Évidemment, c'est très peu. On est très loin de la parité dans l'immobilier. Comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Ah, écoute, c'est une très bonne question, délicate. Écoute, en tout cas, pour mes débuts, tu vois, en 2016-2017, j'ai eu la chance d'aller voilà, aux côtés de fondateurs de réseaux, enfin, pas de fondateurs forcément, mais en tout cas de présidents de réseaux immobiliers ou autres, dans les grands salons, au cours de tes interviews également. Et puis, j'ai vite remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les salons de la franchise, au Rent ou autre. C'est vite. Pas beaucoup, pas beaucoup. Et d'ailleurs, Ariane, et puis bon, j'ai été très bien accueillie dans l'ensemble, mais c'est vrai que, bon, voilà, on se dit, tiens, la petite blonde, la petite jeune qui vient des Sables d'Olonne, voilà, c'est normal. Après, écoute, à toi de faire preuve de compétence et puis de t'affirmer. Et puis, je pense que c'est un sujet qui est présent dans pas mal de domaines. Et je me souviens notamment de notre première rencontre, Ariane. C'était au Salon Rent. C'était en 2016. Je n'avais pas du tout encore trouvé le nom Viagimo. Je savais que je voulais faire une franchise sur le viager. Et je suis venue te voir. Je débarquais de nulle part. Bonjour, je m'appelle Sophie Richard. Je veux créer une franchise. Et tu m'avais super bien accueillie. Et on a eu, je pense, une entente assez spontanée. Et je t'avais proposé d'écrire justement des articles juridiques sur l'immobilier. Et là, on s'était dit, il y a quelque chose à faire, on se reverra. Voilà. Tu te souviens? Ouais, c'est vrai, ça passe vite. Hein. Donc, oui, ça passe vite. Ça passe vite. Donc, deux femmes, tu vois, deux femmes dans l'immobilier. C'est quoi être sweet pour toi alors, Sophie? Être sweet, alors, comme My Sweet Imo, écoute, ça serait les soft skills. Je t'en ai déjà parlé. Les soft skills, ce sont des compétences humaines douces, sweet, qui font partie, qui sont intrinsèques et autant personnellement que professionnellement. Tous les viagéristes du réseau Viagimo, je leur prône de cultiver leur savoir-être parce que dans le viager, c'est fondamental. Donc, la bienveillance, le respect de l'autre, le respect de soi, et puis la quête du sens. Voilà. Donc, sweet, c'est des soft skills pour moi à cultiver. Et quelles sont les compétences qu'il faut pour être un bon viagériste? Alors, les compétences pour être un bon viagériste, c'est une très bonne question. Au-delà des questions, alors il y a tout l'aspect juridique et technique, évidemment, oui. Mais c'est le petit plus qui fait la différence. C'est l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est un des points qui m'est le plus difficile dans le recrutement des licenciés du réseau, pour te dire vrai. Puisque je fais confiance à mon intuition depuis le début, je ne me suis pas trompée jusqu'à présent. J'ai eu des très belles candidatures qui se sont présentées, qui sont venues en agence pilote sur des très belles villes que j'ai refusées. Comme quoi, je ne suis pas dans cette quête du développement à planter des drapeaux partout parce que c'est pas mon objectif. Je veux avoir un réseau à taille humaine. Je veux avoir un réseau avec une alliance fédératrice très forte, parce que c'est ce qui fait la qualité. Un bon réseau, ce sont les membres qui composent le réseau qui fera un bon réseau. Et co-construire les outils d'aujourd'hui et de demain, c'est l'une des clés de réussite, j'en suis convaincue. Donc les compétences, effectivement, c'est avoir des compétences à savoir-faire, mais ça, je l'apprends. Je suis à ce titre, je suis à organisme agréé de formation. Enfin, on ne dit plus agréé d'ailleurs. En tout cas, je suis Datadocké. Je suis un organisme de formation. Donc, je forme mes propres licenciés sur le terrain en immersion. Il faut avoir des compétences juridiques, financières et fiscales et bien sûr maîtriser son marché local de l'immobilier. Mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment avoir ce que je te disais à l'instant, c'est ce savoir-être. Et ce savoir-être, ça ne s'apprend pas. Et c'est pour ça que j'ai été amenée à refuser certains dossiers parce qu'il ne se passait pas ce que j'attendais. Si j'étais une cliente, ce lien de confiance, tout ce qu'on ne connaît pas, le fait peur.
le viager fait peur parce qu'on ne le connaît pas ou on pense le connaître. Et il est primordial d'allier savoir-faire et savoir-être. Voilà. Donc, ce sont les compétences, à mon sens, indispensables pour être un bon viagériste. Merci Sophie pour cette conversation. Pour finir, on finit en musique. Et qu'est-ce que tu... Ah oui. Alors attends. J'ai pas réfléchi longtemps. Je vais le mettre assez fort. Entends? Le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi amoureux. Voilà, donc ça c'est une musique que je me passe souvent le matin. Et qui donne voiture. Qui donne de bonne énergie. Ouais. Ça fait du bien. Voilà, j'aime beaucoup cette musique entraînante. Merci beaucoup Sophie. À très bientôt. De rien. À bientôt. Salut Ariane. Salut Sophie.